Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey. Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus. Pour parler avec les gens. Bonjour à tous. Itinérance, vous savez que c'est une émission de voyage et aujourd'hui je suis vraiment ravie d'accueillir Jean-Pierre Brouillot. Bonjour. Bonjour Sylviane. Et nous avons intitulé cette émission, non pas du titre du livre de Jean-Pierre Brouillot, Voyage du coq à l'âme, mais nous l'avons intitulé Les carnets de voyage d'une canne blanche, parce que Jean-Pierre Brouillot est aveugle. Et il est accompagné de sa canne blanche, qui est Pierre Bloomberg. Bonjour. Bonjour Sylviane. Que nous connaissons donc depuis Avignon. Et ces deux-là, ces deux compères, ces deux complices, se sont rencontrés à Avignon. Depuis, ils ne se quittent pas, ou presque pas. Donc, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Et si leur personnalité vous intéresse, en plus de cette émission qui ne dure que 28 minutes, vous pouvez aller sur leur blog de chacun d'entre eux. Donc, pour Jean-Pierre Brouillot, B-R-O-U-I, non, je me trompe. B-R-O-U-I-2-L-A-U-D. Voilà. Si j'étais aveugle, je m'appellerais Brouillard. Et si j'étais écrivain, je m'appellerais Brouillon. Donc, comme je suis les deux, voilà. Brouillot. Donc, Jean-Pierre Brouillot, donc, qui a chez Overblog un site, L'illusion du handicap. C'est déjà tout un programme, ce titre. Et puis, Pierre Bloomberg, décidément, je m'en mêle un petit peu. Pierre Bloomberg, comédien, et qui a un site très original qui s'appelle pierrebloomberg.com. Bon, bravo l'originalité. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et tous les deux viennent aussi aujourd'hui parce que le 26 novembre, à 20h, ils présentent pour la première fois leur spectacle qui s'appelle... Ne touchez pas à l'interrupteur. Donc, nous allons dans cette émission d'abord parler avec l'un et avec l'autre, peut-être plus avec Jean-Pierre qu'avec Pierre. Vous n'êtes pas vexés? Non, absolument pas. J'ai parfaitement l'habitude de Jean-Pierre. Que la vedette. Je m'efface. En fait, moi, je suis là parce que je suis sa canne blanche, mais je suis aussi un peu son labrador. Donc, quand il parle, je me couche. Il ne faut pas baver dans le micro, hein, Pierre. Hein, donc, petite remarque. Vous avez une assiette pour les croquettes là, Non, les croquettes, ce sera après. Il quand mange ça à la sera... fin. Ouais, d'accord. Pour le récompenser s'il a été gentil. S'il a été brillant. S'il a bien lu, parce que cette émission sera ponctuée de lectures. Lectures qui sont tirées de votre livre, parce que Jean-Pierre, donc, vous êtes devenu aveugle à 16 ans. Par maladie, par... Les deux. Les deux, Ouais. c'est-à-dire... Un long itinéraire, donc on peut retrouver dans un autre livre qui a été publié il y a 6 ans, qui s'appelle « Allez voir ailleurs », dans les pas d'un voyageur aveugle, qui a été publié chez Point Aventure, qui est une collection du Seuil. Voilà. Donc, vous ne voulez pas nous dire. C'est long. C'est long. Donc, 16 ans, vous devenez aveugle, et pour vous... Je suppose que les chocs ont été terribles, mais la vie ne s'arrête pas, c'est-à-dire que vous savez qu'il faut que vous preniez la vie d'une autre façon. J'ai réalisé que j'avais perdu la vue et j'ai découvert que j'avais gagné la vie. Une belle formule. Belle formule. La vie ne s'arrête pas à la vue. Ouais. Ça n'a pas été tout de même instantané. Je suppose qu'il vous a pris fallu... un travail sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti autour du monde en me disant que dans les situations les plus compliquées, c'est là où je vais me confronter pour voir s'il reste des résiduels de résistance et de souffrance. Et j'ai donc eu des confrontations qui parfois ont été un peu rudes sur les 5 continents, pour tout dire, et souvent sans argent ou très peu et en autostop. Accompagné ou pas? Pas toujours. Pas toujours. Très souvent. C'est pas dangereux, ça? La vie est dangereuse, vous savez. On en meurt tous les jours. Oui, mais enfin, même avant le Covid. On n'est peut-être pas obligé de se mettre dans des situations extrêmes. J'avais besoin. J'avais un tempérament, comme diraient les psychos, un peu ordalique. Donc, voilà, c'était ma manière à l'époque de brûler par tous les bouts et d'aller voir si j'étais ailleurs aussi. Mais vous aviez déjà voyagé avant ou c'était tout nouveau? Non, je suis parti, j'ai commencé à fuguer, j'avais 16 ans.
Et puis un jour, mes parents, ils ont réalisé que j'étais ingérable. Donc, ils m'ont autorisé l'accès à une émancipation anticipée. Et voilà, et après, je suis parti, les chemins de Katmandou et le reste. Jusqu'à rencontrer Pierre Bloomberg à Avignon. Voilà, c'était mon destin, c'était pas écrit à l'époque. Alors, vous avez rencontré votre labrador à Avignon. Alors, Avignon, on connaît bien sûr le festival, la cité de Jean Villard, des théâtres à tous les coins de rue, tout au moins au mois de juillet. Enfin, en 2020, on a été frustrés. Et alors, vous êtes rencontrés comment ? Vous êtes Pierre. C'est tout à fait simple. On s'est rencontrés par des connaissances communes. Et en fait, moi, je quittais un appartement pour aller vers un autre. Et Jean-Pierre arrivait à Avignon avec sa compagne. Il cherchait un appartement. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je crois que le contact s'est fait vraiment très très vite, de manière très fluide. Et voilà, on a discuté, on s'est vu, on s'est revu. Quand Jean-Pierre a sorti... J'avais déjà eu ses autres bouquins, et quand Jean-Pierre a sorti le voyage du coq à l'âme, les voyages du coq à l'âme, en grattant ça, on s'est dit tiens, pourquoi on ne montrait pas quelque chose ensemble. Inspiré par ce souffle avignonnais. Non. Je ne sais pas si c'est inspiré par le souffle avignonnais, mais surtout par complémentarité la aussi, complémentarité, l'intérêt, la force des écrits de Jean-Pierre, et puis je pense par nos personnalités. Mais un appel aussi à la vie, à se dire que le handicap n'est pas nécessairement un handicap, c'est-à-dire que le handicap peut au contraire vous donner une autre dimension. Bah écoutez, déjà, il faut quand même dire, ça s'entend pas, ça se voit pas, mais Pierre, il est un petit peu dur de la feuille. T'entends ? Donc, oui. Il est appareillé, il faut tout dire. Il dédramatise très volontiers. Donc là, sur ce terrain, on s'est rendu compte que tous les deux, on n'était pas du tout dans le pathos. Et qu'on prenait les choses avec beaucoup de philosophie, d'amusement et de recul. L'ironie est aussi peut-être un remède, non ? Pas l'ironie. Non, pas l'ironie, c'est quelque chose de cassant et qui est de la compensation. Non. Moi, non. C'est de pas l'humour. De l'humour, oui. Je crois qu'il y a beaucoup d'humour entre nous. Alors, il faut quand même préciser aux auditeurs que ce spectacle n'est pas du tout subventionné ni sponsorisé par la MDPH. Ouais. Voilà, mais vous avez peut-être envie justement de le promouvoir, parce que là, la première, c'est le 26 novembre. Merci à vous d'être venu en exclusivité pour nous. Bien sûr, un éclaireur. Un éclaireur. Mais est-ce que vous avez une idée tout de même de propagation, de diffusion plus large, et peut-être justement je n'aime pas le terme de lutte contre le handicap, mais de mise en... Ça va être contagieux, voilà. Ouais. Ce spectacle. C'est notre Covid à nous. Vous en avez besoin en plus. Et de toute façon, voilà, on va monter avec une amie avignonnaise, on va monter une petite vidéo et ensuite on va la diffuser de manière à être invité dans d'autres endroits. Mais j'ai déjà des invitations. Ouais. Et puis on a oublié de le dire, vous avez une chaîne YouTube, donc on peut aussi vous voir sur les chaînes YouTube. Oui, avec des vidéos sur des passages télé, radio. Vous êtes une vedette. Alors, je sais pas, mes voisins ne me connaissent pas. Ils savent pas ce qu'ils Non, mangent. Jean-Pierre, c'est pas une vedette, c'est une personnalité. Et son discours, et la manière dont il parle de la vie, de sa vie, la manière dont il ressent les choses, et voilà, ça donne envie de le connaître, d'en savoir plus, de gratter. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est fait, cette idée de spectacle. Oui, et voilà. puis Mais reconnais que je suis une personnalité debout, je ne suis pas qu'une personnalité. Ouais, moi, de toute façon, j'ai l'habitude de rester couché, vu ma fonction bah de oui, il a les labrador, croquettes j'ai là, pas le choix. et la gamelle d'eau. Bon, si on lui gratte un peu les oreilles pour qu'il lise. Oui, on va lire. Alors Jean-Pierre, vous avez tendu à Pierre une perche, Une canne blanche, une canne blanche, que vous avez consciencieusement pliée. Vous avez votre livre en braille devant vous. Mais là, c'est Pierre qui va lire, et qui va lire un texte qui n'est pas très très joyeux, mais qui permet peut-être de réfléchir justement au sens de la vie, puisque c'est au Radour-sur-Glane, on sait ce massacre terrible d'hommes, de femmes, d'enfants. D'où vient ma famille, en fait. D'où vient votre famille du famille. côté paternel. Parce que je voudrais juste rajouter brièvement, c'est que ce spectacle va être une suite de textes parfois un peu profonds, un peu émouvants, et aussi de textes franchement... des clins d'yeux, pardon. Des clins d'yeux. Joyeux, Des choses légères, joyeuses, décalées. Voilà, Alors, c'est pas... C'est pas linéaire, hein. C'est pas linéaire et c'est pas dans le pathos. Alors, bien sûr, au Radour-sur-Glane, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais voilà, c'est un autre aspect
du spectacle, mais bon, franchement... L'humour, c'est bien, mais il y a aussi la profondeur, la réflexion, voilà. l'histoire, la mémoire. Il en faut. Donc nous vous écoutons, Maître Bloomberg. Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944. Dès l'âge de 14 ans, ton père est domestique de ferme. Un certain samedi, le 10 juin 1944, il est en train de traire une vache assis sur un tabouret. Son patron, mutique depuis plusieurs heures, les dents serrées, lui dit brusquement « Tu vois, René, si on avait zigouillé tous les Boches à la fin de la Première Guerre, Oradour ne serait pas en feu. Mes 3 filles seraient rentrées de l'école et seraient à la maison. » Nous sommes à Oradour-sur-Glane, Haute-Vienne. Ces 2 hommes, avec leur seau de lait entre les genoux, ne savent pas encore tout. Ils savent qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais ils n'en mesurent pas l'ampleur. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, une unité de Waffen-SS vient de massacrer 642 hommes, femmes et enfants dans leur village. Ils ont vu de loin un immense brasier, mais ils ne sont pas encore informés qu'une partie de la population a été enfermée dans l'église, mitraillée et brûlée vive. Ils ont bien essayé de rejoindre les premières maisons distantes de 800 mètres pour aller à la rencontre des écoliers et pour récupérer les 3 jeunes filles de la maison. Mais pris sous les balles des Allemands, ils ont dû faire demi-tour. Ton père a souvent raconté ce terrible moment. Il semblait figé dans sa mémoire comme une menaçante roche noire, dominant son paysage émotionnel. Toi-même, quand tu y songes, tu as l'impression d'avoir été présent dans l'étable avec les 2 hommes en colère, un peu en retrait, dans l'ombre, cachés par le corps généreux d'une vache ruminant paisiblement. D'un côté, le monde à feu et à sang, de l'autre, une vache tranquille, au milieu de ces 2 hommes hagards. Imaginez la charge de conviction et d'émotion que pouvait renfermer ce récit paternel. Toute ton enfance, tu as entendu le père se souvenir à voix haute de l'horreur d'Oradour la martyre, mais également ta cousine Janine, dont les parents ont été brûlés vifs dans l'église. Le matin du 10 juin 1944, elle avait 13 ans. Elle est partie en tramway à Limoges, ville distante de 22 km, et rentrée le soir à Oradour, sans se douter qu'elle était devenue orpheline et que son village avait été détruit, incendié. Quand elle est descendue du tram, un vieil Allemand l'a poussée vers la porte du cimetière en lui piquant les fesses avec une baïonnette et en répétant avec rudesse « Haus, Haus, dehors, dehors !» En sanglotant, elle vous racontait, souvent en fin de repas, qu'elle avait été sauvée par cet homme dont les congénères barbares avaient perpétré le massacre. Ces 2 drames familiaux infiltrèrent ton monde onirique. Pendant des années, tu fis des cauchemars où tu entendais les Allemands marcher au pas et où, tremblant, tu te dissimulais pour ne pas être découvert. Parfois, tu te dis que Marguerite Troufanche, la seule personne rescapée de l'église en feu d'Oradour-sur-Glane, dont tu as si souvent entendu le nom cité par cousine et paternelle, en s'évadant ainsi, t'a insufflé cette conviction qui t'a souvent sauvé. Comme quoi, rien n'est jamais définitivement perdu. Dans cette même ferme où le père trimait, comme dans les romans de George Sand, il y avait aussi Pierrot. Encore une histoire troublante. Cet homme était aveugle, et ton papa domestique, lui, estimait qu'il était souvent mis à part, voire franchement désavantagé. Qui était Pierrot? Quel lien de parenté avec ces fermiers? Tu n'as jamais songé à le demander. Ton père, qui manifestait rarement son émotion, disait souvent que la cécité de cet homme l'avait bouleversé au plus haut point. Quelle fut sa réaction quand il reçut à Périgueux, en juin 1956, le télégramme de ta mère lui annonçant que son fils, âgé de 2 mois, perdait la vue. Il devait être hospitalisé d'urgence. Orphelin de père vers 8 ans et abandonné par sa mère, domestique de ferme, témoin à 15 ans du drame d'Oradour-sur-Glane, puis de la guerre d'Indochine, son fils de 2 mois devenant aveugle, 6 ans d'armée en Algérie. Voilà les cartes de la vie que le père a reçues pour jouer son rôle d'homme. Cartes qu'il a reçues, cartes qu'il sait aussi distribuer. L'important n'étant pas de dire celle-ci est bonne, celle-là est mauvaise, mais bien de regarder ce que nous faisons du jeu qui passe furtivement entre nos mains. Oui, Ouais, ça a du mal à passer. Ouais. ça a du mal à passer. On prend le temps de revenir dans la réalité.
on sent l'émotion. Ce qui m'a, en dehors des faits qui sont atroces, c'est l'emploi du tu. Pourquoi ce tu ? C'est une très bonne idée de notre ami Pierre. En fait, c'est un choix en travaillant les textes. Et un jour, je travaillais sur ces textes, je commençais à lire un peu à voix haute, tout seul, là, tout ça, pour mâchonner un peu tout ça, voir la rythmique que ça pouvait prendre, etc. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais remplacer le jeu de Jean-Pierre par un tu. Et j'ai proposé à Jean-Pierre. Et en fait, on se retrouve en situation totalement de complicité, dans une force relationnelle, avec ce tu, on s'adresse, on se parle, finalement, en fait, le dialogue intérieur de Jean-Pierre vient sur scène avec ce tu. Oui. Voilà. Et donc, la plupart des textes que je vais lire, pour ceux que je vais lire, c'est le tu qui l'emporte sur le jeu. Alors l'autre question que je me suis posée, ou que je me pose, c'est, vous aviez parlé du travail de rythmique, la lecture à voix haute, c'est pas évident. Au niveau de la scénographie, parce que vous allez nous lire tout à l'heure, enfin très bientôt, Jean-Pierre, un texte beaucoup plus léger. Comment vous avez conçu de les enchaîner ? Est-ce qu'il y a une scénographie ? Est-ce que vous êtes assis vous êtes tout seul en scène, ou vous êtes là, Jean-Pierre ? Comment vous avez conçu on va être tous les deux. Pierre sera plus mouvant que moi, parce que moi, je suis quand même assigné avec mes livres braille qui sont très volumineux. Je dois lire avec mes doigts, donc je ne peux pas me balader debout sur scène. Pierre sera plus mouvant que moi. Et il y aura aussi un jeu de lumière. Peut-être même, mais il ne faut pas le répéter, peut-être même que les gens seront immergés un tout petit moment dans le noir. Ouais. Quand Pierre lira. Non, quand moi je lirai, pardon. Oui. Oui, c'est mieux, parce que moi j'ai assisté à des concerts à l'aveugle, et c'est vrai que c'est une autre perception, c'est une autre... c'est plus du tout la même notion d'espace, et ça peut être tout à fait intéressant. Ça procure plus d'intimité avec le texte. Oui. Parce que hormis si on éteint pendant que lui lit. Là, ça risque d'être drôle, par contre. Et ça, j'improviserai, j'essaierai de me débrouiller. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une coupure de lumière. Mais bon, non, en fait, non, mais c'est le dispositif scénique est plutôt simple. On va avoir une table où on pourra être tous les deux. Jean-Pierre, il faut bien sûr une table pour ses bouquins. Puis moi, j'aurai une certaine mobilité sur le plateau. Là, en l'occurrence, le plateau du Théâtre de Loul, c'est un grand plateau. Donc, on peut bouger, puis faire des mises en lumière, il y aura des petites virgules musicales entre les textes. Oui, j'allais demander Là, on n'en a pas prévu, parce qu'on donne priorité à la lecture. Voilà, on va être dans ce type de travail, peut-être des petites séquences totalement dans le noir, et puis des petites choses, des petites surprises, mais on ne va pas les dire maintenant, ce ne seront plus des surprises. Alors, sur Radio Alliance Plus, après ce texte très, très prenant de Ouradour, un peu plus de légèreté avec Jean-Pierre, qui en Guinée-Bissau fait des rencontres. Et vous avez intitulé ce texte Cinéma, et on vous écoute. Vous lisez donc sur vos livres braille, vous avez la place. Je vais promener mes doigts sur les feuilles braille. Donc, en effet, ça se passe en Guinée-Bissau. Ce livre est constitué de 70 nouvelles qui se passent sur tous les continents. Juste pour donner une petite idée du bouquin. On aura tout vu, ou presque, même quand les yeux sont hors service. Vous ne me croyez pas ? Alors, écoutez ce récit. Je suis assis sur un banc en bois dans un vilaine barcasse à moteur qui pue le poisson séché, fruits et légumes pourris et huile de vidange ou quelque chose d'approchant. Une grosse pluie chaude s'est abattue sur la vingtaine de passagers africains avec qui je vais regagner la terre ferme en moins d'une heure, est-il annoncé. Une femme, tout en bourrasque, sous son immense chapeau fleuri, m'a guidé jusqu'à ce taxi flottant. Éclat de rire et insistance pour qu'un jour je revienne sur son île, lui faire un enfant qui, dit-elle, sera comme toi, un goûteur de pays. Au moment du départ, elle me passe au poignet un bracelet en tissu. J'espère que ce n'est pas un de ces gris-gris qui enchaînent. Après quelques ratés, le moteur pétarade et nous chevauchons l'ondulation tranquille des vagues. Des exhalaisons de forêt se mélangent à la brise marine.
J'imagine la blancheur du sel, la verdeur de la chlorophylle. Mes narines jubilent, cela donne du relief à mon paysage interne. À côté, mes voisins rient à gorge déployée en se frappant les cuisses. Moi, j'éprouve une certaine frustration. Je ne comprends pas ce qu'ils disent et j'aurais bien envie de participer à cette liesse. De quoi vous parlez, les amis ? Un gaillard qui me fait face me saisit la main et avec une voix de basse me demande entre deux éclats de rire. Dans ton pays, Toubab, ne dit-on pas que l'amour rend aveugle ? Oui, pourquoi tu me demandes ça ? Parce que, figure-toi, la femme qui t'a accompagné tout à l'heure est encore sur le quai et elle secoue son grand mouchoir blanc pour te saluer. Et mes voisins de pouffer de plus belle. Cinéma, c'est son nom. Je le savais excentrique, mais pas au point d'agiter un mouchoir pour dire adieu à un amant sans regard. Je ris de bon cœur avec eux, en même temps que je me remémore les nuits d'amour dans un hamac, avec cette femme dont le prénom est à lui seul tout un programme. Cinéma. Cinéma. Et là, on entend les vagues. Non, ça c'est de l'improvisation. Pierre, tu pourrais faire les vagues ? Nous sommes au cinéma. Oui. Donc c'est joyeux, c'est humoristique, comme vous le disiez. Vous avez eu donc beaucoup d'aventures dans tous vos voyages. Je parle de tous les types d'aventures, pas uniquement les aventures féminines. Oui. J'ai eu toutes sortes d'aventures, plus ou moins, parfois compliquées à gérer, en effet. Mais qui vous ont renforcé, qui vous ont permis de voir la vie différemment, de relativiser, Bon, j'ai envie de dire quelque chose qui est un truisme, qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est une banalité totale, mais pourtant on est la somme de nos expériences. Ouais. Mais enfin, vous les avez multipliées, les expériences. Vous aviez besoin vraiment de les multiplier, de vous confronter à l'aventure. J'avais une vraie soif de découvrir, mais une vraie soif. Oui. Une vraie soif. D'ailleurs, j'aime bien ce texte tout simple, la goûteur de pays, parce que j'ai la sensation d'être un goûteur de pays, bien sûr, mais de mets, de rencontres. Voilà, j'ai une véritable jubilation à rencontrer, mais ça peut être à la terrasse du bistrot du quartier. On est allé boire un café tout à l'heure, qu'on partageait avec Pierre, et c'est les sons qui... les gens autour. Oui, c'est ça, vous êtes plus attentif aux sons. Je suis naturellement présent. Je me laisse rarement embarquer complètement que par mes pensées, parce que j'ai développé cette présence à l'instant, qui a été certainement une réaction à l'origine pour survivre et pouvoir me dépatouiller de toutes les situations, mais qui me permet aujourd'hui de laisser rentrer toutes les altérités et de me régaler de toute cette multiplicité du monde. Et comment vous faites confiance uniquement à votre mémoire avec tous ces voyages ? Comment vous prenez note de tout ce qui vous arrive, de vos sensations, de vos ressentis avant d'écrire ? Comment vous faites ? Moi, j'ai envie de dire que c'est les textes, c'est les situations qui, à un moment donné, me visitent. Et j'ai plus qu'à... Je les reçois, je les réceptionne en termes de sensations. Et je me laisse vraiment faire. J'ai envie de dire, ils me font l'amour, quelque part. C'est quelque chose comme ça. Et après, j'ai juste à poser des mots dessus qui viennent vraiment tout simplement avec le plaisir que j'ai à ressentir ce qui s'est passé. Mais j'écris pas que des choses du passé non plus. Ouais. Et vous avez vous avez appris très vite le braille quand... Pas eu le choix. Vous n'avez pas eu le choix. J'ai perdu la vue. Ouais. Et c'était difficile. D'ailleurs, j'espère bien lui apprendre le braille à mon labrador un jour. J'ai habité dans la ville natale de Louis Braille, moi, dans c'est une ville antérieure. C'est-à-dire à Couvray, à côté de Paris, un village, où il y a un musée Louis Braille. Quand on était gamin, on allait en vélo au musée Louis Braille. Donc voilà, les chemins qui se recoupent. Certainement. Ce que je voulais dire, enfin, c'est pas pour compléter, mais donner aussi un peu mon ressenti, c'est en fait... Jean-Pierre, c'est un vrai curieux. Un vrai curieux au sens vraiment propre du terme.
Et toujours curieux de la découverte, de la rencontre, etc. Et il y a une espèce de bonheur comme ça, à en parler, en échanger, parce que bon, on refait le monde plusieurs fois par jour quand on se voit, etc. Et voilà, ça fait pas finalement tant d'années qu'on se connaît, mais j'ai l'impression que ça fait quand même déjà un bon bail. Tu sais quelque chose là, en écoutant, parce que moi j'écoute les mots, et je les redécoupe. Et quand j'entends curieux, j'entends to cure en anglais, qui veut dire soigner, et les yeux. C'est peut-être ma manière. Je suis curieux parce que ça me soigne les yeux. C'est ton côté lacanien. Change de psychanalyste. Nous parvenons déjà à la fin de cette émission, donc je vous conseille, je vous prie d'ailleurs d'aller au Théâtre de Loul le 26 novembre. 09 74 74 64 90, réservé parce qu'il y a les jauges, etc. C'est quoi le numéro, vous avez dit? J'ai pas entendu. 09 74 74 64 92 90, 90, Théâtre de Loul, le 26 novembre. Et nous concluons en générique de fin un dernier texte donc de Jean-Pierre Brouillot, lu par Pierre Bloomberg, nos deux complices. Et ce dernier est tout un programme, ça s'appelle... Les toilettes avec ou sans lumière. Merci à tous les deux. Au revoir Pierre. Au revoir Sylviane, merci de nous avoir accueillis. Au revoir Jean-Pierre. Au revoir Sylviane. Et à une autre fois pour un autre sujet, j'espère. Nous aussi. La toute première fois qu'une chose inattendue, décalée, se présente à nous, à vous, ça nous frappe. Enfin, on s'y habitue. Habitue ? Quel mot ? N'entendez-vous pas que moi, l'habit, tu as 16 ans. Gros conflit avec ton père. Vous ne vous adressez plus la parole depuis un mois. Totalement suffocant pour ta mère. La maison bourdonne de non-dits, d'agressivité rentrée. Enfin, tu ne sais comment, mais elle réussit à vous faire partir tous les deux dans le Limousin, visiter des cousins pour vous réconcilier et, comme elle dit, vous faire un peu changer d'air. Alors, quand tu demandes à ta cousine, Ghislaine de Saint-Junien, de t'accompagner jusqu'à la porte des toilettes, sa réflexion te laisse songeur. Elle te dit « Je vais t'allumer la lumière, comme tu ne vois pas où se trouve le bouton. » Ouais, enfin, entendu ou lu ainsi, évidemment que c'est hilarant, un tantinet, disons, inconséquent, mais moi, ce que je sais, c'est que ça s'est reproduit plus d'une centaine de fois dans ta carrière d'aveugle professionnel. Bon, parfois, les gens réalisent l'énormité de leurs propositions. Alors, soit ils en rient de bon cœur, soit ils revêtent le manteau de la honte et de l'embarras. L'habit tue. On a vu ça plus haut. Et par chance, je sais que ça ne te coupe jamais l'envie de pisser, avec ou sans lumière dans les toilettes. Alors, vous pouvez toujours continuer à allumer la lumière pour Jean-Pierre, vu qu'il ne voit toujours pas l'interrupteur. À Nîmes, c'est sur 103.1.